budgétaire que nous avons engagé pour nos armées, porté par le Premier ministre et par la ministre des Armées. C'est le sens de la consolidation de notre base industrielle et technologique de défense, c'est le sens de l'autonomie stratégique que nous défendons avec ardeur auprès de nos partenaires européens. En nous réarmant sur le plan économique pour réduire nos dépendances stratégiques et échapper à la dépendance que nous avons laissé s'installer vis-à-vis d'autres régions du monde, en nous réarmant enfin moralement pour être prêts à résister à cette brutalité qui s'installe, résister à la tentation du renoncement et à l'esprit de défaite. La France ne peut se résoudre à la brutalisation du monde, c'est pourquoi elle continuera de défendre les principes qui fondent la paix et la stabilité internationale. Ces principes que les peuples du monde ont inscrits dans la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 et qui sont les seuls à nous prémunir du fléau de la guerre. Nous avons rappelé cette position le 5 janvier dernier devant le Conseil de sécurité, car ce sont bien la paix et la sécurité internationale qui sont fragilisées par cette brutalité du monde. Nous vivons un paradoxe dangereux. Les puissances qui ont imaginé l'ordre international tel que nous le connaissons considèrent aujourd'hui qu'elles ont plus à gagner à le violer qu'à le protéger. Ce n'est pas notre conception et ça ne le sera jamais. Alors que faire ? D'abord, sur place, notre priorité immédiate a été et demeure la protection de nos 2000 compatriotes présents au Venezuela. Malgré un retour relatif au calme, nous continuons de déconseiller formellement tout déplacement dans le pays. À travers ces 6 collectivités dans les Amériques, la France est un pays américain et caribéen. Cela renforce évidemment notre engagement pour la stabilité de la région. L'Europe et l'Amérique latine ont tout à gagner, à conjuguer leurs forces face aux défis du siècle, la défense de l'ordre international fondé sur le droit, transition écologique et numérique, lutte contre les inégalités et contre la criminalité organisée. C'est dans cet esprit que je me suis rendu dans la région en novembre 2025 aux côtés du président de la République pour renforcer nos partenariats stratégiques, la lutte contre le narcotrafic, priorité majeure pour notre sécurité intérieure comme pour la stabilité régionale. Au Venezuela, les autorités intérimaires ont fait part de leur souhait de renouer des relations apaisées avec les pays européens. La France, avec l'Allemagne, a plaidé pour des mesures de réconciliation concrètes au bénéfice direct de la population. La libération de plusieurs prisonniers politiques survenus au cours des derniers jours constitue un signal positif que nous saluons avec prudence. La France a renouvelé sa disposition à faciliter la reprise du dialogue entre tous les acteurs vénézuéliens, y compris l'opposante Maria Corina Machado. Les mots de son discours, lus à Stockholm par sa fille, résonnent bien au-delà des frontières. Ce que nous, Vénézuéliens, pouvons offrir au monde, c'est cette leçon apprise au terme d'un long chemin éprouvant. La démocratie n'existe que si nous sommes prêts à lutter pour la liberté. Car la liberté est un choix qui doit être renouvelé chaque jour et qui se mesure à l'aune de notre détermination et de notre courage. Notre souhait pour le Venezuela est clair, une transition pacifique et démocratique. La première étape est la libération des prisonniers politiques. La seconde, une transition respectueuse de la volonté exprimée par le peuple vénézuélien il y a 1 an, lorsqu'il a élu un président, Edmundo González Urrutia, qui devra jouer un rôle central dans cette phase de reconstruction nationale. Aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur. Il appartient au peuple vénézuélien de trouver sa propre voie vers un avenir stable et prospère. La France, dont l'ambassade à Caracas n'a jamais fermé ses portes, restera présente et engagée. Et je veux saluer devant vous le travail de nos agents qui a permis d'assurer la sécurité de la communauté française et de maintenir un lien essentiel avec la société vénézuélienne. La France est tenue aux côtés du peuple vénézuélien, dont les besoins sont immenses et elle le restera. Sur le plan humanitaire, nous avons soutenu des distributions de repas dans les cantines scolaires, des programmes de santé, de prévention des cancers, de formation médicale. Sur le plan culturel, les liens sont demeurés vivants grâce aux alliances françaises, au lycée français de Caracas, au festival de cinéma français dans tout le pays. Grâce à la musique aussi, qui résonne sous la baguette du chef d'orchestre Gustavo Dudamel, qui a dirigé l'orchestre de l'Opéra de Paris et celui de Radio France lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ces liens culturels sont précieux. Les perspectives économiques existent également dans un pays qui comptait encore plus d'100 d'entreprises françaises au début des années 2010.
Le renforcement de nos liens dépendra toutefois du retour de notre personnel diplomatique expulsé et de la poursuite résolue vers une transition démocratique. Mesdames et messieurs les députés, ce qui s'est passé au Venezuela doit nous aider à dessiller les yeux. Face à la multiplication des crises, la France fait le choix constant de la coopération plutôt que de la confrontation, du droit plutôt que de la force. Nous l'avons fait lorsqu'après un an de travail, la résolution que nous avons présentée à l'Assemblée générale des Nations unies, condamnant le Hamas et ses crimes, appelant à son désarmement, dessinant les contours d'une intégration régionale et garantissant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, a été adoptée par 142 voix contre 10, c'est-à-dire à l'écrasante majorité des nations du monde. Nous l'avons fait lorsque, sur ce socle patiemment bâti, nous avons reconnu l'État de Palestine et entraîné dans notre sillage 10 autres pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Nous l'avons fait lorsque nous avons formé, à l'initiative du président de la République, une coalition de volontaires. Plus de 30 pays réunis la semaine dernière encore à Paris, des États d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Asie qui, pour la première fois depuis des décennies, ont défini ensemble une planification militaire crédible et robuste pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie en Ukraine. Nous le faisons aussi en prenant très au sérieux les déclarations récentes du président américain concernant le Groenland. Et nous le redisons ici avec force, le Groenland est un territoire européen. Il n'est ni à vendre ni à prendre. Le président de la République l'a dit devant les ambassadrices et les ambassadeurs réunis il y a quelques jours à Paris. Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme. Nous refusons la vassalisation et le défaitisme. C'est cette ligne de fermeté, de cohérence et de fidélité à nos principes que la France continuera de porter pour le Venezuela, pour l'Europe et pour l'ordre international fondé sur le droit, sans lequel il n'y a ni paix ni liberté véritable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants.